Bonjour, moi c'est Mathieu Agnatios, je suis chef de clinique des universités à Nice et je vais vous présenter un travail qui est issu d'une thèse qui a été soutenue par Dr Eva Dekmer et on a été aidé dans la rédaction de cette étude par Tiffany Bouchez qui est maîtresse de conférences universitaires à Nice. Et vous allez voir, c'est une étude assez originale sur les paramètres d'un baromètre de dépistage des violences conjugales. Alors tout d'abord, les violences conjugales se définissent par un ensemble de comportements, d'actes et d'attitudes qui visent à contrôler et dominer l'autre dans une relation sentimentale. Elles regroupent des agressions répétées, physiques, psychologiques, sexuelles et économiques, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et à son intégration socio-professionnelle. 244 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2022. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et ça représente quand même une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Seulement une victime sur 4 a porté plainte, ce qui montre quand même que les chiffres sont sous-estimés. 2/3 de ces violences sont des violences physiques, 30% des violences verbales ou psychologiques et 5% des violences sexuelles. Attention, la part de victimes rapportant des faits antérieurs à leur année d'enregistrement reste stable par rapport à 2021, 28%, ce qui veut dire que plus de 70% sont des personnes qui portent plainte pour la première fois. La majorité des victimes sont des femmes, à 86%, et les mises en cause sont le plus souvent des hommes, à 87%. Alors voici le questionnaire WAST. Pour ceux qui sont au fond, prenez une loupe. En fait, les moyens de dépistage des violences conjugales en médecine générale sont limités. WAST, c'est pour Women Abuse Screening Tool, et c'est le questionnaire qui a démontré son efficacité avec une sensibilité de 97,7% et une spécificité de 97,1%. C'est donc le questionnaire de référence en France. En parallèle, depuis 2019, plusieurs mairies françaises ont mis en place un outil visuel qui est appelé baromètre de la violence ou violentomètre. Je vous ai mis un exemple du baromètre de la ville de Nice. Et cet outil est présenté pour promouvoir la sensibilisation et la prévention. Il vise à favoriser la libération de la parole et faciliter les signalements des violences conjugales. Il décrit plusieurs situations de vie communes où certains patients peuvent se reconnaître. Cependant, au moment de notre étude, nous manquions de données concernant cet outil visuel. On arrive donc à l'objectif principal de cette étude, qui était d'étudier les paramètres de ce baromètre en utilisant le questionnaire WAST comme gold standard. Les objectifs secondaires étaient de mesurer les durées de passation et le niveau d'acceptabilité des participants. Il s'agissait donc d'une étude quantitative, prospective, descriptive. Les critères d'inclusion étaient simples, c'était toute personne majeure non protégée. Dans les critères de non-inclusion, on ne retenait pas les personnes non libres de leur jugement ou sous protection juridique, la présence d'une tierce personne, la barrière de la langue et le refus du consentement. Les personnes ont été recrutées en ambulatoire, dans des cabinets de médecine générale, dans un centre de santé et dans une maison médicale de garde. Les entretiens individuels ont été menés en face-à-face, dans une pièce isolée et propice à la relation de confiance. Le nombre de sujets nécessaires calculés en amont de cette étude était de 125 personnes. On est quand même parti sur une estimation par anticipation de 10% de questionnaires non évaluables pour porter ce nombre de sujets nécessaires à 140 personnes au total. Le questionnaire WAST était considéré comme positif lorsque le score était supérieur ou égal à 5 points. Le baromètre, lui, était considéré comme positif s'il se situait dans la catégorie orange ou rouge. Une échelle d'acceptabilité était proposée aux patients sur le modèle de l'échelle de Likert, allant de 1, inacceptable, à 10, totalement acceptable. Quelques questions socio-économiques étaient posées à la fin de la réalisation des entretiens. Bien sûr, l'ordre de passage du baromètre et du WAST changeait à chaque participant afin d'éviter un biais de méthodologie. Et les données étaient directement retranscrites et anonymisées durant l'entretien. Nous avons soumis cette étude au comité d'éthique et à la déléguée à la protection des données de l'Université Côte d'Azur.
Voici le tableau des résultats. De même, là, je pense qu'il faut double loupe, mais je vais vous résumer un petit peu ce qu'on a trouvé. Il s'agit ici des caractéristiques de la population. Donc, on a atteint le nombre de sujets nécessaires avec 140 personnes interrogées. Les femmes représentaient 67,1% des personnes. La moyenne d'âge était de 42 ans. On avait quand même un pool plutôt jeune dans notre étude, puisque la catégorie 25-39 ans représentait 44,3%. La grande majorité était soit mariée, soit en couple. Et au niveau des diplômes, on avait quand même une bonne répartition. Sur les 140 patients interrogés, 13 patients ont obtenu un questionnaire WAST positif, ce qui équivaut à une prévalence estimée de 9,3%. Concernant le baromètre, 17 patients se sont considérés comme étant dans la zone orange ou rouge, donc positif, ce qui porte le chiffre à 12,1%. Nous avons donc obtenu une sensibilité de 92,3%, avec un taux de faux négatif de 7,7% et une spécificité de 96,1%, ce qui équivaut à un taux de faux positif de 3,9%. La valeur prédictive positive était de 70,6% et la valeur prédictive négative était excellente à 99,2%. Dans le cadre d'un dépistage, c'est cette valeur qui nous importe le plus. L'odd ratio était de 292,8, ce qui, si on vulgarise un petit peu, équivaut à ce qu'il y ait 300 fois plus de chances que les réponses au baromètre et au WAST soient identiques. Sur les paramètres secondaires, le temps de réalisation du baromètre était inférieur à 15 secondes. En fait, pour être honnête, la plupart des patients répondaient rapidement, parfois en choisissant la couleur et sans lire les différentes situations exposées du baromètre. Pour le questionnaire WAST, le temps moyen de réalisation était très court, puisque c'était que de 56 secondes, allant du plus rapide 34 secondes au plus long presque 2 minutes et demie. Concernant l'acceptabilité, le baromètre avait un résultat un peu meilleur avec 8,9 sur 10 contre 7,4 sur 10 pour le WAST. Après analyse par régression linéaire de nos critères de jugement secondaire, nous avons pu observer que la positivité ou non du questionnaire WAST n'influençait pas sur la durée de réalisation ni sur l'acceptabilité de chacun des tests utilisés, avec une variabilité respective de 0,3 et 1,8%. Donc, pour discuter de ces résultats, on s'est confronté à la littérature. On a retrouvé dans nos résultats une prévalence qui est estimée à 9,3% si on se base que sur le questionnaire WAST. Or, dans la littérature, la prévalence est estimée entre 1 et 10%. Bon, on a vu dans les présentations précédentes que la prévalence était toujours source de débat entre leurs chiffres, mais on a voulu expliquer pourquoi notre prévalence était plutôt sur la fourchette haute. Et quand on fait de la revue un peu de littérature, on retrouve pas mal d'articles qui montrent que, d'une part, les victimes de violences conjugales ont plus souvent recours à leur médecin traitant car ils ont plus de problèmes de santé, qu'il est plus facile pour les victimes de se confier dans un lieu propice et le cabinet de leur médecin traitant est un endroit propice à ça. Et enfin, une donnée toute simple, c'est que le dépistage systématique permet de déceler plus de victimes de violences conjugales. Par ailleurs, dans la littérature, on retrouve une discordance entre les patients qui sont plutôt favorables et ont une bonne acceptation quant à discuter de ce sujet avec leur médecin, alors qu'à l'opposé, de nombreux médecins sont plutôt ou décrivent être mal à l'aise avec le sujet. On se demande si utiliser ce baromètre, ce ne serait pas une solution pour combler cette discordance. Donc pour terminer, notre travail présente une méthodologie solide avec une bonne puissance, un nombre de sujets nécessaires dépassé lors du recueil de données. C'est une étude originale car aucune autre étude quantitative n'a été réalisée sur ce baromètre, alors qu'il s'agit d'un outil proposé à grande échelle. Concernant les limites, il s'agit tout d'abord d'une étude locale dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui mériterait d'être reproduite à plus grande échelle. Donc si vous cherchez un sujet de thèse, je pense que vous pouvez reproduire cette étude dans vos régions. Le risque de biais de recueil vient du fait qu'une seule personne faisait le questionnaire et le baromètre aux patients.
Ce biais a été limité par la taille de l'échantillon, par la variation de l'ordre de réponse et par le positionnement neutre de l'investigatrice. Et un biais de classement différentiel peut exister car les patients répondaient de manière déclarative, ils pouvaient ne pas répondre volontairement ou oublier une violence passée. Ce biais est probablement faible du fait de l'incidence retrouvée dans notre étude. Donc, la dernière diapositive, c'est quoi? C'est que finalement, ce baromètre est un outil de dépistage qui est maintenant validé, qui peut donc être proposé lors d'actions de CPTS ou de MSP, également dans les centres de PMI, mais pour être honnête, il y a pas mal de centres de PMI qui utilisent déjà ce baromètre. On pourrait l'intégrer plus facilement et plus largement dans la formation des médecins. Enfin, le dépistage systématique a déjà fait la preuve d'une amélioration de la qualité de vie des personnes victimes. Des études pourraient être menées pour voir si l'usage à grande échelle de ce baromètre ne pourrait pas limiter en parallèle les séquelles physiques et psychiques de ces personnes. C'est donc un outil peu coûteux, facile d'utilisation, avec un temps de réponse court, qui peut s'inclure facilement en consultation ou en salle d'attente. Donc, je compte sur vous pour l'utiliser en pratique courante. N'oubliez pas le 3919 et je vous remercie. Merci pour votre présentation. On va pouvoir passer à quelques questions jusqu'à 10h25. Merci beaucoup pour ta présentation. Fanny Serment, je suis chef de clinique à Lille. Je trouve la question de recherche super intéressante et on avait imaginé un peu le même genre d'études il y a quelques années avec une interne que j'encadrais. Au final, au moment de la demande au comité de protection des personnes, on avait eu des demandes complètement infaisables à notre niveau, demande d'un promoteur, d'une assurance, d'une psychologue derrière pour les patientes. On avait dû laisser tomber le projet et je me demandais si tu avais rencontré ce genre de problématique. Alors oui, tout à fait. La question éthique, c'est une question qui s'est posée au moment de notre étude. En fait, j'avais un petit peu anticipé ces problématiques, parce qu'en discutant avec des collègues, j'ai eu vent de ces problématiques. En fait, bon, là, j'ai pas de diapositive pour le présenter, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu en leur proposant d'emblée une méthode de prise en charge des personnes que l'on allait dépister comme ayant reçu des violences conjugales. Donc on avait déjà anticipé un protocole avec en effet une psychologue et un médecin dédié à ça. Et on avait fait aussi en parallèle une brochure avec tous les outils qui sont nécessaires pour une personne victime de violence, que ce soit le numéro d'appel que j'ai cité en fin d'étude, mais aussi les adresses des centres d'hébergement d'urgence, les coordonnées du procureur. Voilà, on a fait toute une brochure qui faisait quand même 4-5 pages. Proposée en parallèle d'un accompagnement personnalisé. Heureusement, on ne nous a pas demandé d'assurance. C'était une crainte que j'avais, puisque ça complexifie pas mal les choses. Je pense que le fait d'avoir sécurisé par anticipation la prise en charge des personnes victimes de violences, ça a pu peut-être désamorcer cette attente. Merci. Merci pour ta présentation. Lucie Bosméan, je suis membre du groupe de travail sur les violences au Collège de médecine générale. Du coup, merci beaucoup parce qu'effectivement, le violentomètre posé sur le bureau, ça évite de poser la question et ça amène déjà beaucoup de dépistage systématique qui se fait tout seul, mais effectivement, c'est important de le faire. Moi, j'avais une question, c'était... Pour moi, le violentomètre, tel qu'il avait été fait par le Centre Bertine-Auclair, avait été fait que pour la population des femmes jeunes, ce qui du coup posait pas mal de problèmes parce qu'il n'y a pas que les femmes jeunes qui sont victimes de violences. Donc ma question c'était, est-ce que le baromètre utilisé était non genré ? Et la deuxième question, un peu plus personnelle, mais est-ce que tu veux venir dans notre groupe de travail ? On a fait un merveilleux kit sur la violence qui est distribué par le CMG sur le stand. Et en plus, le CNGE fait des formations sur les violences en 2 jours pour ceux qui veulent vraiment penser le sujet. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que pour le groupe de travail, on en discutera ensuite.
Oui, bien sûr, ce baromètre, dans les questions qui étaient exposées, était non genré. Et en fait, c'était vraiment quelque chose sur lequel moi et ma thésarde, on a vraiment insisté, puisque, en fait, au niveau des chiffres, le risque, c'est que quand même si la grande majorité des personnes victimes de violences sont des femmes, il y a quand même 14% qui sont des hommes. En fait, le problème, en focalisant que sur le groupe des femmes, c'est qu'on risque de passer à côté des couples hommes-hommes et d'autres façons de vivre des relations sentimentales ou intimes. Donc on s'est dit, tapant directement large, avec un risque qui serait peut-être d'avoir un baromètre qui présente des chiffres différents de ce qu'on aimerait avoir. L'objectif, c'est d'avoir vraiment des valeurs prédictives négatives qui seraient bonnes. Mais finalement, je n'ai pas l'impression que ça ait faussé nos chiffres. Au contraire, c'est plus simple en pratique courante de se dire, voilà, je pose la question systématiquement, homme ou femme, peu importe dans quelle situation sentimentale vous vous situez à l'instant T, ça permet vraiment un dépistage plus large et donc in fine de répondre à la population générale sans avoir de questions de genre. Voilà, c'était un choix qui peut être critiqué, c'est-à-dire qu'on peut faire des études juste sur une catégorie de population, mais on a essayé, pour avoir les meilleurs chiffres possibles en population générale, vraiment d'élargir à toute la population. On va pouvoir prendre une dernière question. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment chouette et ça fait plaisir de voir des évaluations d'outils qu'on utilise au quotidien et de les évaluer de façon scientifique. Et je pense que ça peut être très inspirant pour des internes, comme tu le disais, parce que ce type d'étude, il est vraiment pertinent. Ma question, elle est sur la... Désolé, c'est pas un résultat à toi, c'est ce que tu cites dans ta discussion à la toute fin ou dans ta conclusion. Tu dis que le dépistage, le repérage systématique a montré une amélioration de la qualité de vie des personnes concernées par le dépistage. Il y a plein d'études qui ne montrent pas ça, malheureusement. Plein d'essais cliniques qui ont échoué à montrer ça. Est-ce que tu connais la référence? Parce que là, moi, j'en avais pas en tête. Oui, en effet. Alors, c'était sur cette partie. C'est vrai que les études sont discordantes. Et, probablement que sur la perspective, j'ai voulu ouvrir sur une note positive. Parce que peut-être un peu... Voilà, il y a peut-être un biais, du coup, me concernant. En fait, le fait de poser la question, et il y a pas mal d'études qui montrent que si tu ne poses pas la question, mais tu ne peux pas proposer de solution. Et souvent, les victimes le vivent comme une errance dans la prise en charge. Donc j'aurais peut-être pu le détailler un peu plus, y compris au niveau des références. Je pourrais te les donner ensuite, si tu veux qu'on en discute après ma présentation. Et c'est pour ça que j'ai ouvert les perspectives, non pas sur ce qui a été fait, mais sur ce qui pourrait être réalisé, c'est-à-dire de voir si, en proposant largement le dépistage, est-ce qu'on vient prouver une amélioration de la qualité de vie par rapport aux études antérieures qui n'utilisaient pas ce baromètre. Et est-ce que, pour les personnes qui sont victimes de violences, est-ce que le dépistage systématique permet de limiter les séquelles physiques et psychiques? Comme tout dépistage, quand on fait un dépistage du cancer colorectal, peut-être que la qualité de vie n'est pas améliorée chez les personnes victimes, puisqu'on a un cancer, merci, est-ce que ma qualité sera meilleure? Ce n'est pas forcément dit. Mais est-ce qu'au moins sur les séquelles, est-ce qu'on pourrait avoir un impact? Mais ça, ce sont des études de deuxième ordre qu'on pourrait réaliser. Donc pareil, s'il y a des sujets de thèse qui sont cherchés, il y a plein d'études que l'on pourrait faire au niveau quantitatif, puisque, OK, on a un outil validé, mais l'après, c'est quoi? C'est est-ce que, si on fait du dépistage, est-ce qu'on peut proposer derrière une amélioration de la vie des personnes victimes de violences? Donc c'est une excellente question. Et en effet, la littérature est discordante sur le sujet. Tu as bien fait de le préciser.